Alors, je quitte la Maison Halbeg Tio Pepe, qui est ici. Je suis sur la place de l'église, comme vous pouvez voir. Et je suis à Vilar de Manzarif. Alors, la destination, je l'ignore encore. Mais c'est pas grave. Vous le saurez à la fin de la vidéo, en temps et lieu. C'est pas que je veux garder le secret, c'est que je ne le sais pas. Comme je dis, je laisse mon corps, j'écoute mon corps, et si à un moment donné je désire arrêter, ben j'arrête. On ne sait jamais où ce que le chemin va nous mener. Bonne journée. Alors, le lever du soleil ça fait attendre, mais ça fait des couleurs roses et bleues, comme vous pouvez voir, superbes. On voyait rose et bleu dans les montagnes que je vais monter, j'allais dire escalader, mais ce n'est pas le mot. Monter tout simplement pour me retrouver en Galice. Juste pour vous dire que j'ai mangé ma première paella hier soir à l'Albergue, très bonne paella avec des Italiens, Japonais et Belges. Alors, pour ceux qui vont entreprendre le Camino, c'est vraiment un voyage international. Alors, c'est du monde de partout que vous allez côtoyer. C'est vraiment très agréable. On découvre plein de choses en direct avec les gens, ce qu'on ne peut pas faire de façon évidente. Et tout ça en mangeant une très bonne paella, le plat national de l'Espagne. Donc, des soirées très agréables avec un petit verre de vin et le tour est joué. Alors, je vois, je ne sais pas si c'est un petit village pour mon café du matin, mais en tout cas, les distances aujourd'hui sont plutôt longues et plutôt en ligne droite, comme vous pouvez le voir. Mais, qu'est-ce que vous voulez? La meseta n'est pas tout à fait terminée, ça m'a l'air. Il y a plus de champs de blé, vous voyez, c'est des champs de maïs, mais, comme je vous dis, les lignes droites, je pense que c'est la dernière journée en ligne droite, car les montagnes, ben, c'est difficile de faire, comme vous voyez dans la montagne là-bas, des lignes droites. Ça va être plutôt des montées et des descentes. Alors, pendant que le lever du soleil se fait dans mon dos, parce que là je filme à reculons, de toute façon je suis sur une route pas très passante, il n'y a pas trop de risques. Je voulais juste vous dire que aujourd'hui, je disais que je savais pas, mais j'aimerais ça aller à Astorga, qui est la destination, l'étape habituelle. Sauf qu'elle est à une 31 km. Alors c'est un petit bout. Alors avant d'être sûr de faire mes 31 km, ça devrait bien aller, parce que je me suis levé tôt. Il est 6h30. Ben, je devrais arriver à ça. Donc, c'était juste pour vous dire que c'était une grosse journée. 30 km, ben c'est plus que d'habitude, je fais du 20, 25. Et là, en faisant du 30, dû au fait d'ailleurs, comme j'ai déjà expliqué précédemment, une vidéo précédente, c'est que je me suis trompé de route et je me suis rallongé. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit aussi, ça m'a permis de découvrir des belles régions. Parce que même si ça a l'air monotone comme ça en ligne droite, ça reste des endroits, des très, très beaux endroits. Et on rencontre aussi hier le souper avec la paella, avec des gens de partout. Ben c'est très enrichissant. Donc ces petites erreurs de parcours qui n'en sont pas une vraiment, parce que le chemin se divise tout simplement, ben,
sont des heureux hasards de la vie et qui font que c'est plus amusant et plus agréable. Alors je continue et je vais vers mon café, comme je disais, là, mon café du matin. Je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver un bar, mais j'en serais bien heureux. Alors je suis entouré de tournesols, comme vous pouvez voir, ce qui est toujours très beau. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est cette bonne nouvelle. Regardez bien, 300 km. Je suis rendu à 300 km de Compostelle. Donc, c'est très bon signe. Donc, je tombe, prochain kilométrage, sous la barre des 300, donc on tombe dans les 200 km. Et après, c'est les 100 km. Juste pour vous dire, les 100 derniers kilomètres de Compostelle sont très particuliers. C'est que les Espagnols, dans leur CV, mettent qu'ils ont marché Compostelle. Ça fait partie de leur culture, c'est très important. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font juste, pour avoir ce qu'on appelle la Compostelle, le certificat d'avoir fait Compostelle, il s'agit de faire 100 km. Donc, ce qu'ils font en groupe de 10 personnes, souvent de jeunes, ils font les 100 derniers kilomètres. Donc, quand on va tomber dans les 100 derniers kilomètres, ben, ça veut dire dans une centaine de kilomètres, ben, on va le voir tout de suite. Parce que là, c'est vide, ben, ça va se remplir de plein de monde. Plein de monde. Parce que les Espagnols font ça pour leur CV, pour se faire emploi, pour pouvoir travailler. C'est presque une obligation s'ils veulent avoir du travail. Donc, je voulais juste vous mentionner ça pour les 100 derniers kilomètres. On n'est pas rendu là. On va franchir des montagnes, mais c'est pour vous préparer psychologiquement parce qu'il y a des gens qui détestent ça. Moi, j'ai jamais connu ça parce que les fois précédentes où j'ai marché Compostelle, ben, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était des périodes plutôt creuses. Là, ça va être la première fois en plein été que je vais vivre des moments, en fait, tous ces moments-là, de voir autant de gens et de pèlerins. Et pour moi, c'est comme un nouveau chemin à chaque fois. Alors, 300 km, c'est vraiment très encourageant. Quand on avait au départ plus de 800 km à faire pour le Camino Frances. Mais n'oubliez pas que moi j'ai commencé plus tôt sur ce qu'on appelle, ce qui précède le Camino Frances, la voie du Puy en France, parce qu'il y avait des parties que je n'avais jamais fait pour toutes sortes de raisons. Des fois, on saute des étapes pour des raisons, par exemple, de problèmes de pied. C'est-à-dire, ce que j'avais fait, ben, j'avais des pieds qui faisaient très mal. Alors, je suis allé à Pau, la ville de Pau. Alors, j'ai sorti du chemin pour aller m'acheter des nouvelles chaussures, ce qui était la meilleure chose à faire. J'ai réglé mon problème. Sauf qu'en allant à Pau, dans la ville de Pau, et en sortant du chemin, ben là, c'était plus compliqué pour retourner à l'endroit où j'étais rendu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le train pour Saint-Jean-Pied-de-Port, qui était la grosse destination. Donc, les 4-5 dernières étapes avant Saint-Jean-Pied-de-Port, je les ai sautées par hasard, comme ça, à cause du transport. C'était quasiment impossible
de retourner au même endroit parce que j'étais au milieu de nulle part. Alors, ce que j'ai fait, cette année, ça m'agaçait d'avoir jamais vu les 4-5 dernières étapes du Pays Basque en France. Et je ne l'ai pas regretté parce que c'était vraiment, mais vraiment très beau. J'ai ça dans le cerveau, là, imprimé pour la vie. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé plus tôt. Et ça m'a permis aussi de commencer plus tôt avant la traversée des Pyrénées pour me mettre en forme. D'être une semaine, presque une semaine avant la montée de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux. Ça m'a permis d'avoir les jambes mieux préparées, ce qui est une bonne chose aussi. Ce que beaucoup de gens ne font pas, malheureusement. Moi, ce que je vous conseille, d'ailleurs, pour ceux qui vont l'entreprendre, c'est de partir plus tôt à quelques étapes, comme j'ai fait, avant les Pyrénées. Ça vous permet de voir le splendide paysage du Pays Basque en France. Parce que le Pays Basque en France, c'est très différent du Pays Basque en Italie. En Espagne, pardon. C'est très différent. Et on est super bien accueillis. En plus, eux, ils appellent ça des... c'est pas des albergues, mais des gîtes. Et ils vous reçoivent. Ils vous offrent même le déjeuner, le souper. C'est vraiment la totale. Et c'est vraiment... Ils sont hyper accueillants. On mange bien en plus. Donc, je vous le conseille. Partir, par exemple, comme j'ai fait, de Aire sur l'Adour et d'aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, quand vous arrivez à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous êtes prêt à affronter les Pyrénées, qui est une grosse étape. Alors, j'arrive dans le village de Villavante. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, un café. Donc, je vais enfin prendre mon petit café du matin à l'Albergue Santa Lucia. Alors là, je viens de prendre mon café avec un Espagnol qui m'a expliqué pourquoi il y avait aussi peu de pèlerins en ce moment sur le chemin où je suis là. Ce qui fait mon affaire dans le fond, tu sais, je m'en plains pas. Ça permet aux pèlerins d'être sûr d'avoir une place dans un gîte et de dormir sans qu'il y ait trop de monde dans les dortoirs. Comme là, cette nuit, j'ai eu quasiment une chambre. On était 2 dans une chambre. Donc, c'était très bien. Tu sais, quand moins il y a de monde dans un dortoir, mieux tu dors. Parce qu'il y a moins de bruit. Donc, il m'a expliqué pourquoi. C'est qu'actuellement, c'est pas fini, mais en tout cas, en ce moment, il y a la fête de la Saint-Firmin à Pampelune. Et que quand il y a la Saint-Firmin, qui est la grosse fête des taureaux, comme vous vous en doutez, ben, tous les Espagnols se donnent rendez-vous là. Alors, ils sont tous là. Ils sont tous à Pampelune, en train de faire la fête avec les taureaux. Et ben, c'est bien parce que pendant ce temps-là, ben, ici, c'est calme. On peut marcher en toute quiétude, sans se faire marcher sur les pieds. Parce que plus ça va aller, j'imagine, surtout au mois d'août, mais là, il y a beaucoup de monde. Et c'est plus compliqué. Mais je ne serai pas sur le Camino Frances. Je serai sur un autre Camino. C'est ça. Alors, je suis rendu à Puente de Orbigo. Bientôt, dans 1,5 km. Et Orbigo, ben, vous allez voir que tous les villages
ont comme extension des Órbigo, parce que c'est la rivière Órbigo qui passe par là. Alors, tout le monde est en lien avec cette rivière vitale de survie dans une région si sèche. D'ailleurs, c'est facile à reconnaître les villages dans le coin quand on arrive à un village, parce qu'il y a toujours un château d'eau, une tour pour l'eau qui va apparaître, vous voyez, derrière les branchages. Celle-ci est très belle, très stylée. Et alors quand on voit une tour d'eau, on sait qu'on approche un village. Et c'est pas le cas dans toutes les régions. Dans cette région-ci, c'est comme ça. Ils ont construit des réserves d'eau dans ces tours. Et plus loin, quand on va arriver en Galice, ça va être différent. Il y aura d'autres particularités que vous allez découvrir, que je vous ferai découvrir en temps et lieu. Alors la température, comme vous voyez, le ciel est parfait. La température est pas trop chaude. Bon, il fait à peu près 20 degrés, 25, on va dire 25, entre 20 et 25. Il faut dire qu'on est encore le matin, il est 10 heures, donc le soleil n'est pas trop dur. J'approche la mi-parcours. Je vous ai dit que je faisais 30 km, ce qui est beaucoup. Ça fait une bonne journée. 30 km. Et j'approche la mi-parcours, donc mes 15 km de la mi-parcours. Et il est à peine 10 heures. Donc j'ai fait, depuis ce matin, je suis parti de bonne heure. 15 km, ce qui est excellent. Et je devrais arriver à la ville, je ne me souviens plus le nom là, mais une ville importante, dans cette ville-là, vers 1h, vers 13h. Donc, tout va bien. La météo est avec moi. La chaleur n'est pas trop accablante. Quoi demander de mieux pour un marcheur? Alors là, j'arrive à Hospital de Órbigo. Et regardez, on a installé des lampadaires un peu style british. Alors, pas tous les jours je vois ça, se faire accueillir dans un village avec des lampadaires très stylés, comme ici. Hospital de Órbigo. Alors il fait tellement beau et pas trop chaud, c'est fantastique. Quoi demander de mieux? Donc là je suis vraiment à mi-parcours, 15 km. Alors, quand on a fait la moitié, c'est encourageant. Surtout quand il est juste 10 heures, alors ça c'est encore plus encourageant. Parce que hier, la dernière fois, je suis arrivé très tard. C'est la fois que je suis arrivé le plus tard à un endroit. Et puis, j'aime pas ça, arriver trop à la dernière minute. J'aime bien arriver plus tôt que trop tard. Je suis comme ça. Vous allez découvrir que Hospital de Órbigo est une ville de Templiers. Et on va traverser un pont. Alors là, on est à Hospital de Órbigo. Et on va traverser un pont immense. Il n'y a pas d'eau. C'est ça qui est spécial. Un pont. Il y a de l'eau au début. Vous allez voir. Là, on voit l'eau. Regardez, ça c'est l'Órbigo, comme on dit. Mais regardez le pont qui continue là-bas. Un immense pont qui nous amène à Puente de Órbigo. Le pont de Órbigo. Le pont, ça porte bien son nom parce que c'est un pont. Regardez la distance. On va le faire ensemble. Vous allez comprendre quand je dis que c'est le pont. On dit on va construire un pont.
Il sera pas juste pour la rivière, mais il va être pour longtemps. Fait qu'on va, juste pour vous donner une idée de l'immensité de ce pont. Et pendant qu'on le traverse, je vous montre l'endroit où il y a un festival de croisés, de chevalerie, si vous voulez. Les croisés, c'est dans des chevaliers. Ben, ici, est-ce que vous voyez le terrain? C'est pas un terrain de foot, de sport. C'est un terrain de chevalerie. Il y a des tournois de chevalerie à Orbigo, Hospital de Orbigo, le Ponte de Orbigo. En fait, c'est deux villages reliés par ce pont. Vous voyez, regardez, le pont continue ici. Vous voyez comment il est long. En fait, c'est une immense passerelle. Et vous avez donc ces endroits pour les activités chevaleresques. C'est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est un des beaux lieux du Camino quand on traverse le Orbigo. Et que l'on traverse. J'ai dormi aussi déjà à Orbigo, Hospital de Orbigo, plutôt Ponte de Orbigo ici, là, l'autre côté du pont, où on s'en va. C'était un lieu assez particulier, quasiment à la belle étoile. Mais j'avais beaucoup aimé, l'eau était un peu froide dans la douche, mais c'était sympathique, un endroit sympathique, comme beaucoup d'endroits sur le chemin. Fait que ça vous donne une idée de la longueur du fameux Ponte de Orbigo. Alors, je suis dans une aire de repos pour les marcheurs, les pèlerins. Vous voyez, avec de l'eau, même de l'eau potable ici. Mais je voulais vous montrer ça, c'est de l'ardoise. Une plaque d'ardoise. C'est ce qu'on met sur ma maison. J'ai des plaques d'ardoise, mais c'est épais comme ça, là. Quand je vois ça, là, je dis c'est de la sacrée pierre. Ils l'ont coupé. C'est les mêmes ardoises d'ailleurs qu'on retrouvait sur les tableaux en ardoise, à la craie. Donc, mais comme il y en a beaucoup dans la région où on s'en va, ça vient de la Galice, il y en a beaucoup, on va en voir beaucoup. Les maisons étaient construites entièrement à l'ardoise. Ben, vous voyez, ils utilisent ça. Alors, c'est du solide. C'est du solide. Vous voyez, même le pied est en pierre. C'est indestructible. Alors, ça fait une aire de camping. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un petit camping. Pas moi, là, parce que, pardon, j'ai rien pour camper, mais c'est pour ceux qui veulent bivouaquer et faire du camping. Alors, c'est le fun de voir enfin un paysage, non pas une plaine, mais vraiment plus vallonné, plus montagneux, plus de montagne, quoi. La montagne qui commence à poindre à l'horizon, comme vous pouvez voir. Si on regarde la borne maintenant, on approche de Astorga. Il reste 274,8 pour Compostelle. Et il y avait 300. Donc, il y a eu 25 km entre les deux. Donc, j'ai fait 25 km. Et je dois en faire 30. Donc, je suis à 5 km de mon étape finale. En fait, c'est 31. Donc, 6 km. Donc, un peu plus qu'une heure. Je devrais arriver à Astorga sans problème. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il doit approcher midi. Et c'est allé plus vite que je pensais. Moins fatigant que je pensais. Je pense que le fait d'être parti de bonne heure, ben, ça m'a simplifié les choses parce que le soleil commence à taper. Et c'est sûr que quand il fait très chaud, ben, tu fatigues plus vite.
Voici une installation très spéciale, comme vous pouvez voir. On va s'approcher. Le personnage est assez étrange. La façon qui a été fait. En tout cas, on le remarque de loin. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que si je ne me trompe pas, un peu plus loin, il y a une halte donativo, un peu gypsy, un peu hippie, où il y a des jeunes qui campent, mais très sympathiques, qui offrent en donativo plein de choses, des fruits. Si je me trompe pas, si c'est encore là, à chaque fois que je suis passé, les 2 fois que je suis passé ici, ils étaient là. Et ça a l'air de bien fonctionner parce qu'il y a toujours plein de monde. On ne devrait pas être très loin. Je pense que c'est en haut de la colline, devant, là. Une petite côte, en haut de la côte. On devrait les rencontrer. Et c'est sûrement eux qui ont fait cette installation très spéciale. Ils ont beaucoup d'imagination. Alors que nous montre cette flèche? Elle nous montre la halte donativo. Et tenez-vous bien, il y a même un lit. Quelqu'un il veut se reposer, un lit pour accueillir toutes les boissons possibles et tous les fruits inimaginables sont là gratuitement. Et on donne ce qu'on veut. Vous voyez un beau jardin en arrière. C'est très populaire. Voici une drôle d'installation pour monter, pour observer avec un drapeau qui n'est plus. Je vais m'éloigner pour vous montrer un peu plus ce que c'est. Est-ce que c'est, je ne sais pas. Je me pose la question. C'est très étrange. C'est comme un mode de bateau au milieu d'un champ d'arbres. Vous voyez, on le voit un peu mieux là. Qu'est-ce que c'est? Je l'ignore. Mais c'est... Le chemin est plein de mystères. Et de lignes droites, comme vous pouvez voir. Dernière ligne droite. Au bout de cette ligne droite, on descend une colline et on arrive à Astorga. On fait encore pour 3/4 d'heure, je dirais. Alors ici, vous voyez donc Astorga, mais en fait Astorga est la ville un peu plus loin, juste en bas de la colline, de la côte. Vous avez San Justo de la Vega. Alors, je vais franchir San Justo de la Vega, qui est juste en bas ici, et après, j'arrive tout de suite après à Astorga. C'est ça qui est... Ça faisait une bonne journée. Mes jambes, je commence à les sentir. Elles me disent stop. Il est temps de prendre une pause. Mais quand vous voyez, ce qui est encourageant quand on voit une ville de loin comme ça, même si elle est loin, c'est que on la voit se rapprocher. Psychologiquement, c'est plus facile. En tout cas pour moi, je trouve ça plus facile. Mais il faut quand même que j'ai un village à traverser. On peut dire que c'est le même village, l'extension d'Astorga, mais ça n'est pas le cas. On peut penser ce qu'on veut. En tout cas, ça pour dire qu'on est proche d'arriver. Alors, c'est la statue qui nous accueille à San Justo de la Vega. Et vous voyez que la personne a soif. Eh bien, c'est un peu comment je me sentais tout à l'heure à la halte donativo. J'avais tellement soif, alors je me suis désaltéré. Comme ici, on peut se désaltérer parce qu'il y a une petite fontaine.
Alors ce que je vais faire, je vais déposer mes cannes ici et on va voir s'il y a de l'eau. Y a-t-il de l'eau? Non, il n'y a plus d'eau. Sierra. Ah, il y a de l'eau. Alors ce que je vais faire, j'ai plus soif, mais je vais mouiller mon chapeau pour garder la fraîcheur. Ça c'est très important pour terminer mon périple de la journée. Alors je traverse la voie ferrée et on va avoir une vue imprenable sur Astorga. Voyez, c'est ça Astorga. Et mon albergue, elle est, vous voyez, juste là, à peu près là. Vous voyez mon bâton, dans ce coin-là. C'est pas très loin. Je monte la côte et je suis arrivé enfin. Mes jambes ont besoin de se reposer. Alors je suis rendu à l'albergue Servias de Maria et c'est l'albergue municipal d'Astorga. Et là je vais vous montrer la vue imprenable que j'ai de cette auberge, de cet albergue, pour 7 €. Un prix ridicule. Alors vous êtes prêts? Voici cette vue incroyable. Alors je suis sur Astorga est sur un pic, un cap, une montagne, une colline, je sais pas. En tout cas, elle est en hauteur. Et l'albergue, ben, elle est sur le bord de cette hauteur-là. Alors on voit toute la région d'un côté. En fait, on arrive de là, de cette région. J'ai marché de là et me voici donc à Astorga et je continue l'autre bord. On ne peut pas le voir parce que c'est l'autre côté. Alors c'est ça. J'irai tout à l'heure faire un petit tour dans la ville d'Astorga, vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a de particulier, d'intéressant à voir. En quelques instants, là, je vais prendre ma douche, me changer, me rafraîchir quoi, parce qu'il est 4 heures déjà. Alors, si je veux avoir le temps de relaxer un peu. Voici mon albergue, l'albergue municipal Servias de Maria. Très bien, c'est la deuxième fois que je viens ici et vraiment très bien. Et j'aime beaucoup aussi la sculpture du pèlerin qui traîne une grosse valise. Covadis, ça s'appelle. Regardez bien ça, comment elle est belle. Alors, il traîne l'immense valise sur son dos. Le poids de la vie, comme on dit sur le chemin. Et on est juste à côté d'une église. Il y a tellement d'églises en Espagne, c'est fou. Alors, pour vous parler d'Astorga, il y avait beaucoup d'églises en effet, parce que c'est un haut lieu de pèlerinage, mais ça existe depuis presque 2000 ans. Ça a été créé en fait en l'an 100 après Jésus-Christ. En 100 après Jésus-Christ. Et c'était le lieu administratif des Romains pour l'exploitation des mines d'or tout autour. Il y avait plein de mines d'or. Les Romains, évidemment, adoraient l'or comme tous les peuples depuis toujours. Et il y a donc en 100 après Jésus-Christ, on a créé
Astorga comme centre administratif pour gérer l'or qu'on recueillait dans la région. Alors, par la suite, évidemment, il y a eu les Visigoths qui ont été les barbares qui ont envahi toute l'Espagne pour ensuite être battus par les Arabes, pour ensuite, avec la Reconquista, être mis dehors complètement de l'Espagne. Donc, ça c'est partout pareil en Espagne. L'histoire est la même. Alors, on va regarder les... Alors, c'est beau, c'est une belle petite ville. Regardez, il y a un musée du chocolat. Et c'est pour ça que il y a le centre, regardez ça, ici c'est le centre d'interprétation du chocolat. Parce que c'est un haut lieu des colonies. Les colonies amenaient du cacao à Astorga et c'était donc un haut lieu du chocolat. On voit ici de quoi devenir fou pour ceux qui aiment le chocolat. J'imagine que c'est un musée. Il appelle ça un centre d'interprétation et on peut goûter à des chocolats. Je ne suis pas un fan de chocolat. Alors, bon, il y a ici une taverne irlandaise. Pas très originale quand tu es en Espagne. C'est comme mon bar colonial. Mais ça, j'avais jamais vu ça encore. Un bar colonial à Léon. Alors, je vais vous montrer ce que je préfère à Astorga. Je vais couper pour l'instant et je vais vous montrer ça dans un instant. Bien sûr, je ne peux pas passer sous silence ce majestueux portail de la cathédrale d'Astorga, comme on peut le voir, qui est vraiment incroyable dans tous ses détails. Mais c'est pas ça qui est le clou, à mon avis. Parce qu'une cathédrale, il y en a dans toutes les villes en Espagne et en Europe surtout. Donc c'est pas ça que je veux vous montrer, mais même si elle est incroyable, comme vous pouvez le voir. C'est autre chose. C'est juste à côté, à droite de cette cathédrale. Regardez bien. Alors là, je me déplace vers la droite de cette cathédrale et vous allez voir ça apparaître devant vos yeux. Tout de suite, ce que vous voyez là, c'est le palais de Gaudi. Alors Gaudi, je vous ai déjà dit que c'était considéré comme parmi les 10 meilleurs architectes du monde. Ce qui n'est pas rien. Mais ici, vous avez, malgré son travail magistral ici, c'est une de ses premières œuvres, une œuvre de jeunesse, mais quand même, regardez comment c'est, le souci du détail. On reconnaît d'ailleurs le même type d'architecture qu'à Léon que je vous ai montré déjà. Donc, et que cette ville-là est une œuvre une réalisation de Gaudi, ben, je peux vous dire qu'ils sont très fiers à Astorga. Et ça amène beaucoup de gens. À l'intérieur, ça n'a rien à voir avec Gaudi. C'est un musée épiscopal, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est pas vraiment... Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que c'est surtout l'extérieur qui est incroyable. Ça reste une œuvre qu'il a fait dans la vingtaine, mais on reconnaît le génie de Gaudi quand même. Donc, pour moi, c'est... Si vous venez à Astorga, il faut voir cette architecture. Regardez l'entrée, l'arc qui est complètement original. Hein, cet arc-là, ça fait très très futuriste, très moderne. Pour le reste, c'est plus... il y a des touches dans les courbes assez audacieux, mais ça reste assez
un peu conte de fées, un peu Walt Disney, je trouve. Plus austère quand même que le château de Walt Disney, mais ces tourelles très élancées. Alors c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais montrer la cathédrale ici, là, c'est pas non plus inintéressant, au contraire. Mais pour moi, c'est plus intéressant. Un artiste que j'admire au plus haut point, celui de Gaudi. Donc, notre journée ensemble, une grosse journée. Là, je suis assez fatigué parce que mes jambes ont... Je pense que j'ai fait au moins 35 km, qui est un record là, depuis le début de mon Camino, depuis le 15 mai. Je pense que c'est un record de marcher 35 km et mes jambes le sentent, me le disent. Donc je vais aller me reposer pour être en forme demain et continuer cette aventure extraordinaire. La météo, tout est parfait, je ne peux pas demander mieux. La météo est à son meilleur. Pas trop chaud, même si c'est chaud, là. On est en Espagne, alors c'est normal qu'il fasse chaud, mais pas trop chaud. J'ai eu une grosse vague de chaleur au début du Camino Frances. Ça, c'était quelque chose, mais là, c'est pas trop chaud et il fait beau. Les gens on sent qu'ils sont en vacances, c'est relax. Il n'y a pas trop de pèlerins, je vous l'ai dit, à cause qu'ils sont à bord en lune. Donc, avant qu'ils se ramassent avec moi sur le chemin, ils sont loin, loin, loin. Ils sont au début du Camino. Donc, je suis très content de mon séjour à date. Et je vous remercie de me suivre. Alors, à la prochaine.